France, le nouveau rendez-vous d'actu de France Bleu. Wendy Bouchard. Il est 13h31 avec aujourd'hui comme invité jusqu'à 14h le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, Christophe Marie, fondation qui célèbre 35 ans de combat, Christophe. Oui, et Brigitte Bardot bien plus, puisque... Je suis à plus, elle va avoir quel âge, chère Brigitte? Elle va avoir 88 cette année. 88 ans, comment va-t-elle, Christophe Marie? Eh bien, elle va bien, elle est évidemment un peu plus fatiguée aujourd'hui, mais elle va bien, elle est toujours très combative. Toujours au fait. Toujours au fait, elle est en contact quotidien avec la Fondation pour suivre les actions, mais aussi les initiés. Donc, effectivement, elle est toujours très combattante. C'est vous le contact quotidien, Christophe Marie. Combien d'années passées à la Fondation? Moi, ça fait un peu plus de 30 ans aujourd'hui. 30 ans. Ouais, 30 ans, en 91, bon, ça fait 30 ans. Donc, vous êtes arrivé à 20 ans, à la Fondation. Voilà, c'est ça, j'avais 22 ans, j'étais un petit jeune, et maintenant je suis un petit vieux au sein de la Fondation. C'est magnifique, ça veut dire que vous avez un lien magnifique qui s'est créé aussi avec Brigitte Bardot et que vous l'avez aussi au quotidien pour porter sa voix. Être un lien effectivement aussi sur les actions qu'elle suit peut-être moins directement, comme les actions politiques justement, et notamment les avancées qu'on a pu obtenir l'année passée. Donc effectivement, c'est des choses, disons comme c'est une personne qui est dans l'émotion aussi quotidienne, et donc dans cette rage et cette course à l'action, elle ne se rend pas toujours compte, et c'est logique, des avancées qui sont un peu plus souterraines sur la condition animale, notamment cette loi de l'année dernière qui a quand même amené l'arrêt de l'élevage des visons pour la fourrure, l'arrêt de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, à échéance, mais quand même ça a été acté, l'arrêt des ventes de chats et chiens en animalerie et d'autres avancées. C'est vrai que, là, tout ce qui est réglementaire comme ça, elle passe tout de suite à autre chose. Oui. Mais pendant ces actions qui ont été menées, c'est vrai que les grands oubliés, et c'est aussi pour ça qu'on mène cette campagne cette année, ce sont les animaux d'expérimentation animale. Il n'y a eu aucune avancée dans ce domaine, et ça, c'est vraiment très, très dommageable. Il faut agir. Grande campagne d'affichage que vous lancez avant une opération samedi. Vendredi, samedi, mais c'est vrai que vendredi, on affrète en plus un bus au départ de Paris. Donc les personnes qui souhaitent nous rejoindre peuvent contacter la Fondation Brigitte Bardot. Il y a encore quelques places. Donc là, effectivement, vendredi, c'est devant l'élevage de Ghana. C'est un élevage de chiens pour les laboratoires. C'est des beagles qui naissent pour connaître le pire. C'est assez terrible parce que le public en général est très sensible à la souffrance des animaux et notamment des animaux de compagnie. Mais finalement, il y a comme des œillères sur ces animaux qui naissent pour ne connaître que le pire de l'homme. Et c'est quand même assez aberrant. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement, à travers cette campagne d'affichage dans le métro parisien notamment, interpeller aussi sur les alternatives qui sont possibles. Parce qu'on n'est pas en train de dire il ne faut pas faire de recherche, il ne faut pas soigner les gens. Évidemment, c'est pas du tout le message, mais de dire cette recherche faite sur l'animal, déjà les résultats ne sont pas toujours transposables à l'homme. Ça fait perdre du temps, de l'argent, alors qu'il y a possibilité de développer et d'investir dans des alternatives. On va en parler de ces alternatives dans quelques secondes. À quelle fin sont utilisés ces beagles, ces petits chiens courants, ces petits chiens adorables avec les oreilles tombantes? C'est souvent sur des tests de produits chimiques, parce qu'il y a eu l'arrêt des tests sur les animaux pour les produits cosmétiques, et ça c'est une avancée qui est tout à fait intéressante. En revanche, il y a toujours des tests sur les produits chimiques, et donc on injecte à ces animaux des produits qui les détruisent, et dans de grandes souffrances en plus. Alors, il y a ça, mais il y a aussi effectivement des tests aussi en ce qui concerne l'expérimentation pour de la recherche médicale, où là, de la même manière, les animaux sont mis dans des situations de souffrance, et au final, le résultat qu'on obtient sur les tests qui ont été menés ne sont pas transposables à l'homme. Donc il faut repartir quasiment sur une feuille blanche pour évaluer justement l'effet d'un médicament sur un être humain. Ça, c'est la grande campagne du moment contre l'expérimentation animale, et on va y revenir avec ces actions vendredi et samedi dans cet élevage notamment. Au cœur de l'actualité, une autre préoccupation d'ailleurs essentielle pour Brigitte Bardot, qui en a fait un combat de la Fondation. Depuis très longtemps. La lutte contre l'hypophagie. L'hypophagie, qu'est-ce que c'est? C'est la consommation de viande de cheval qui se fait dans peu de pays aujourd'hui, mais toujours en France, même si elle est en baisse, mais en tout cas, il y a quand même toujours de la consommation de viande de cheval. Et effectivement, derrière cette consommation de viande de cheval, il y a toutes sortes de trafics, comme le trafic qui a été démantelé là, d'animaux en plus qui provenaient de particuliers qui avaient cédé leur
animale sur soi-disant des pensions ou voilà, une possibilité de donner une fin de vie à ces animaux, qui se retrouvent dans le circuit de la consommation, enfin des abattoirs. Dans ce même trafic, d'ailleurs, vous avez 190 chevaux qui proviennent de Sanofi Pasteur, qui étaient expérimentés, puisque chaque année, en fait, d'après les statistiques expérimentation animale du ministère de la Recherche, on a à peu près 500 chevaux qui sont expérimentés pour de la recherche. On est plutôt sur 5000 chiens, et puis en global, plutôt autour de 2 millions d'animaux chaque année qui sont expérimentés, et beaucoup de rongeurs. Alors, vous parliez de ce trafic, des animaux, des chevaux, notamment issus de ces laboratoires Sanofi. Bonjour Ludovic Labastrou. Bonjour. Merci d'être avec nous pour France Bleu Gare-Lozère. Cher Ludovic, c'est vous qui suivez notamment ce procès qui a ouvert hier jusqu'au 24 juin à Marseille. Procès de cette vaste escroquerie européenne à la viande de cheval. Trafic à l'échelle européenne donc, avec comme tête de pont, Ludovic, un marchand de chevaux belge, Jean-Marc Decker. Rendu conforme, les bêtes étaient abattues à Pézenas et à Alès. Où vous vous trouvez, Ludovic ? Oui, absolument. Des chevaux d'élevage ou provenant de centres équestres, normalement promis à la retraite. Ils sont cédés. Nous sommes en 2010 ou vendus et proviennent de toute l'Europe. On parle de 4000 bêtes sur 5 ans tout de même. Mais au lieu de retraite paisible, direction les abattoirs de Pézenas dans l'Hérault et Alès dans le Gard. Très rapidement, le premier signale ses doutes, ce qui déclenche l'enquête et au moins une plainte d'un propriétaire floué. À Alès, pas les mêmes inquiétudes. Plus de 1300 équidés y seront abattus. Un abattoir municipal, la mairie se dit victime dans ce dossier. Des chevaux dont on a très grossièrement falsifié les carnets d'identification et les documents administratifs. Plus de 600 seront trafiqués, 200 autres jamais retrouvés à Alès. En clair, de non conformes pour l'abattage, les chevaux deviennent bons pour l'abattage et partant finissent dans les assiettes. Un enjeu financier, une bête non conforme et équarrie de 100 à 200 euros, bonne à abattre, cette somme est multipliée par 4. Un enjeu de santé publique également, parce que rien n'indique que ces chevaux utilisés parfois dans des compétitions ou en randonnée avant d'être tués n'ont pas subi de traitement médicamenteux. Et dans cette affaire, Ludovic, sont concernés des personnalités du monde du cheval, justement ? Oui, toute une filière plutôt. Ils sont 19 accusés, néerlandais, belges ou français, à comparaître à Marseille. Acheteurs, maquignons, revendeurs, vétérinaires. Parmi eux, un poids lourd, vous l'avez évoqué, de la profession, soupçonné d'être la cheville ouvrière de ce trafic international. Jean-Marc Decker, le marchand belge de 58 ans, explique que tout est illégal et se retranche derrière les contrôles vétérinaires apparemment peu sourcilleux à Alès. Un vétérinaire et son assistante, d'ailleurs, sont aussi sur le banc des accusés. Ils évoquent, eux, la complexité de la réglementation européenne, ainsi que le grossiste alésien qui a vendu la viande frauduleuse à quelques 80 clients. Une affaire qui va ne pas arranger la réputation des abattoirs, souvent mise en cause notamment par l'association animaliste L214 pour leur manque de transparence dans leurs pratiques et accusés de maltraitance animale. Le procès est prévu sur un mois, vous l'avez dit, pour examiner et déterminer les responsabilités des uns et des autres dans cette escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux, complicité et tromperie. Merci Ludovic Labastrou pour France Bleu Gare-Lozère, alors que l'enquête a été ouverte en France en 2013, en effet. Ce procès confirme une réalité que vous connaissez, un trafic que vous connaissez bien, pour vous être rendu dans certains points du trafic en Europe avec la Fondation Bardot, Christophe Marie. Oui, tout à fait. C'est très. Alors, en fait, ce qui ça fait ressortir également, et notamment sur la problématique de l'abattoir d'Alès, c'est qu'effectivement, ce qu'on réclame depuis très longtemps, c'est un renforcement des contrôles sanitaires, enfin pas sanitaires justement, vétérinaires, mais sur l'animal vivant. Et c'est vrai que actuellement, les contrôles en abattoir se portent essentiellement sur le post abattage, c'est-à-dire au niveau des viandes, sur la traçabilité sanitaire, mais la provenance de l'animal, la manière dont ils sont amenés jusqu'à la zone d'abattage et la manière dont ils sont abattus est vraiment très négligée, parce qu'il y a un manque d'effectifs et un manque de contrôle. Mais effectivement, en ce qui concerne le trafic des chevaux au niveau de l'Europe, mais pas aussi seulement de l'Europe, parce que vous avez des chevaux qui viennent d'Argentine notamment, et qui sont vraiment violentés. C'est la condition notamment au continent américain en général, parce qu'il n'y a pas que l'Argentine. Les chevaux sont vraiment dans des situations extrêmes, et la viande
est importé en France notamment. L'Union européenne avait fait un blocage pendant un moratoire, en tout cas, sur l'importation de ces viandes, tellement la situation était dramatique. Et puis, finalement, le commerce a repris. Et là, maintenant, la France aussi exporte des chevaux vivants vers le Japon pour de l'abattage. Donc c'est une filière très coûteuse, mais c'est parce que c'est une viande qui est considérée comme justement de luxe, et l'animal est abattu au Japon en provenance de France via en plus des transports par avion. Donc au niveau du carbone, c'est vraiment pas non plus top pour les personnes qui s'intéressent pas à la condition animale. Au moins sur l'aspect environnemental, c'est déjà épouvantable. En tout cas, la fin de la consommation de viande de cheval en France, même si en effet cette consommation est en baisse, c'est pas pour demain. Non, parce que ça se maintient, et surtout il y a aussi une volonté justement de valoriser cette viande au travers. Alors il y a des trafics, on l'avait vu par rapport aux lasagnes, etc., de la viande de cheval qui était vendue sous forme de viande de bœuf. Mais de toute façon, il y a aussi une valorisation faite et soutenue par le ministère de l'Agriculture de cette filière. Donc c'est quand même assez problématique, et il faut véritablement qu'il y ait un arrêt de cette consommation. On avait parlé avec Emmanuel Macron de cette question, puisque quand il nous avait reçus avec Brigitte Bardot en 2018, comme vous l'avez rappelé, Brigitte Bardot, c'est un de ses combats le plus ancien. C'était dans les années 80, quand elle a fait interdire l'importation des chevaux de Pologne par des trains. Maintenant, c'est toujours par transport routier, ce qui n'est pas non plus terrible, parce que les chevaux sont des animaux particulièrement sensibles sur les longs transports et souffrent véritablement de ces transports à travers l'Europe. Mais donc, on avait parlé avec Emmanuel Macron, mais il n'a absolument pas pris d'initiative pour interdire l'hypophagie en France. Ouais, il est 13h43 et c'est le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot qui s'exprime sur tous ces sujets d'importance, Christophe Marie, qui est avec nous au cœur de votre France Bleu. Qui agissez au niveau international dans 70 pays, c'est l'action de la Fondation Brigitte Bardot pour la lutte évidemment contre la chasse, la fourrure, mais le trafic d'animaux sauvages et l'expérimentation animale. Un petit mot de Brigitte Bardot avant de revenir sur votre campagne qui suit l'actualité politique aussi, les combats du moment et le nouveau gouvernement. Marc Fesneau, c'est pas son meilleur ami manifestement. Non, le bien-être animal, écrit-elle, est sous la coupe d'un chasseur à l'arc. Erreur de casting ou choix politique assumé du gouvernement Borne. Voilà ce qu'écrit Brigitte Bardot. Ça envoie un très mauvais signal. Alors pourquoi ? En fait, pourquoi ? Parce qu'il a toujours ministre de l'Agriculture. Voilà, ministre de l'Agriculture, qui effectivement a été député puis au gouvernement précédent, mais lorsqu'il était député, en tout cas, il était vraiment un actif opposant à toute mesure de protection animale. Il est d'ailleurs très critique vis-à-vis des associations de protection animale, alors que maintenant, il est en charge de la condition animale en France. Donc effectivement, ça envoie un très mauvais signal. Il y a surtout au moment où cette question dans l'opinion publique a de plus en plus d'importance, on aimerait quand même avoir un ministère de tutelle, puisque c'est le cas au niveau de la Fondation Brigitte Bardot, qui soit sensible à cette question et qui soit prête à faire avancer la condition animale en France comme ça se passe ailleurs en Europe. Est-ce que vous aimeriez avoir un secrétariat d'État dédié à la condition animale qui vous permette de vous affranchir un peu de ce ministère de tutelle? Alors tout dépend en fait de la volonté derrière qu'il y a de mettre des personnes qui auront le poids d'imposer des choix, parce qu'en fait le secrétariat d'État, effectivement, ça peut rendre visible une question, mais il ne faut pas non plus que ce soit un sous-ministère qui n'ait pas de poids face à un ministère de l'Agriculture ou de l'Écologie. Nous, on est un peu partagé sur cette question de créer un secrétariat d'État. Oui, c'est pas la finalité en fait, absolue. il y a plusieurs choses. C'est parce que, notamment au niveau européen, quand vous avez des réunions des ministres au Conseil de l'Europe pour des décisions de directives ou autres, c'est le ministre en charge du dossier. Donc, en l'occurrence, ministère de l'Agriculture ou de l'Écologie, ça ne sera pas un secrétariat d'État à la condition animale qui sera présent. Donc, ça pose question, même si l'initiative semble positive et probablement l'est. Dans la mise en application, si on n'a pas vraiment une politique gouvernementale pro-conditions animales, ça sera un petit peu un coup d'épée dans l'eau, à mon avis en tout cas. Christophe Marie avec nous, porte-parole de la Fondation Bardot, avec autour des animaux, vous le disiez, cette sensibilité de l'opinion publique, beaucoup d'initiatives, beaucoup de solidarité, notamment une qu'on voudrait partager avec vous, Christophe, cette initiative à Lyon. Il s'agit du bus Balto, que vous connaissez sans doute. On en parle avec Anna Alcan. Bonjour Anna. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes étudiante en 4e année à l'école vétérinaire de Lyon, c'est l'école AgroSup. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce projet et d'ailleurs ce bus qui existe bel et bien et qui sillonne une partie de la ville de Lyon ?
Oui, bien sûr. Alors, le bus Balto, c'est une unité mobile de soins qui est utilisée en fait dans le cadre d'une des rotations de notre école vétérinaire. Donc, c'est la pratique générale. Mmh. Et c'est un bus qui est divisé en 2 espaces, un espace vétérinaire et un espace travailleur social. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de prendre en charge les animaux de personnes sans abri, mais finalement, autant l'animal que aussi une prise en charge sociale par un travailleur social. Donc, c'est un dispensaire et un cabinet vétérinaire en même temps, au fond. C'est ça, exactement. Ouais. Bus vétérinaire et social. Où vous positionnez-vous avec ce bus et que vous disent les premiers bénéficiaires de vos actions, Anna ? Alors le but, c'est d'aller dans des centres d'hébergement ou des foyers sociaux qui ne peuvent pas accueillir d'animaux pour l'instant, faute de place ou pour des questions sanitaires. Les premiers retours qu'on a, alors c'est tout récent, là on veut vraiment le mettre en place surtout à partir de la rentrée septembre, mais c'est de bons retours parce que c'est plus facile de prendre en charge l'animal, de voir que pour nous c'est hyper important. Et finalement, en fait, c'est aussi une porte ouverte vers de la médiation sociale, rencontrer des travailleurs sociaux qui ne devraient pas forcément pu rencontrer dans des foyers qui n'acceptent pas les animaux. Ouais, vous connaissez avec la Fondation Bardot ce bus Balto qui dispense des soins aux animaux des sans-abri, Christophe Marie. En fait, on fait beaucoup de choses comme ça, mais c'est très intéressant parce que nous, on travaille avec des centres d'accueil de SDF pour justement qu'il y ait un relais avec les personnes qui sont accompagnées d'animaux pour qu'elles puissent être accueillies et qu'il y ait une prise en charge de soins vétérinaires par la Fondation. Mais on se rend compte qu'il y a toute une autre partie de SDF qui ne souhaite pas aller dans ces centres. Et effectivement, l'intérêt d'avoir aussi une unité mobile, c'est de pouvoir aller vers ces personnes qui refusent ou qui simplement ont pu être agressées dans un centre d'accueil et autres, ça arrive souvent, et donc qui refusent ce système. Donc un bus, c'est vrai que nous on avait fait des maraudes avec les enfants du canal, notamment sur Paris. Ça permet vraiment de pouvoir répondre aussi à cette attente sans craindre justement de rentrer dans un circuit qu'ils rejettent pour partie d'entre eux en tout cas. Et c'est intéressant que vous ayez une étudiante en échange avec vous, un vétérinaire, parce que fait preneur d'un échange. D'un échange aussi sur l'expérimentation animale, parce qu'au cœur de votre campagne sur l'expérimentation animale, il y a cette volonté de sensibiliser les futurs soignants aussi, peut-être porter la bonne parole. Ce qui se fait beaucoup aux Pays-Bas, en Italie. Moi, je fais partie du Conseil national, de la CNEA, c'est la Commission nationale d'expérimentation animale, donc on voit passer les rapports de formation et notamment de l'école Veto de Lyon. Donc, en fait, effectivement, ce qu'on souhaiterait, au-delà de la recherche dans le cadre de l'école vétérinaire, parce que là c'est encore un petit peu différent puisqu'on s'adresse à des personnes formées pour soigner l'animal, donc c'est encore un peu différent. Mais en ce qui concerne les chercheurs ou des personnes qui sont sur de la recherche au profit de personnes malades hommes, enfin de la recherche médicale. Effectivement, c'est qu'il y a un droit d'objection de conscience à l'expérimentation animale comme ça existe en Italie ou aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'on forme des étudiants sur des modèles qui ne soient pas des modèles animaux et qu'ils soient en mesure aussi de l'exiger au niveau de l'établissement. C'est-à-dire qu'en Italie ou aux Pays-Bas, les personnes qui ne veulent pas passer par le modèle animal, peuvent bénéficier justement d'alternatives. Et c'est très important parce qu'en fait aujourd'hui, quand on dénonce l'expérimentation animale, on a face à soi des personnes qui ont été formées sur le modèle animal, qui sont maintenant responsables de laboratoires ou d'universités. Et donc, aller leur faire comprendre que toute leur formation, leur savoir est basé sur quelque chose qui aujourd'hui n'est plus forcément le plus fiable, c'est extrêmement complexe à faire passer comme information et en tout cas, ça n'est pas accepté. Donc, on n'en sort pas. Donc, ça commence par la formation sur d'autres modèles que le modèle animal. On vous passera les coordonnées d'Anna Alcan, fondatrice de ce bus Balto à Lyon, notamment étudiante en 4e année à l'école vétérinaire AgroSup de Lyon. Superbe initiative. Vous parliez de l'objection de conscience à l'expérimentation animale et puis de l'Europe qui est finalement assez en pointe dans le combat contre l'expérimentation animale. Ça bouge aussi dans la transition qui consiste à trouver des alternatives vers une recherche sans animaux, Christophe Marie ? Alors, ça bouge. Il y a eu une résolution du Parlement européen qui a été adoptée en septembre dernier pour justement appeler à une accélération au niveau des États membres, mais aussi de la Commission européenne pour faire des propositions. Après, ça dépend beaucoup aussi des investissements de chaque État membre. Là, en France, malheureusement, on n'a pas encore véritablement... Il y a un comité, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur les 3 R, c'est-à-dire réduire... raffiné, Donc c'est un principe qui existe depuis longtemps, mais qui finalement
pousse pas à changer totalement de modèle de recherche, mais il va y avoir des recherches justement d'alternatives qui doivent être accélérées. Mais c'est pas encore suffisant. Et en fait, au niveau de l'Union européenne, quand je parlais tout à l'heure de l'arrêt des tests sur les cosmétiques, ça a été imposé par l'Europe sur un calendrier de 10 ans en 3 étapes. Eh bien, ça, c'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on donne un objectif, l'arrêt des tests sur animaux, un calendrier restreint, et ça oblige les industriels à trouver les moyens justement d'investir dans des recherches alternatives. S'il n'y a pas au bout du compte une interdiction de faire telle ou telle pratique, eh bien ça va perdurer parce qu'on va nous dire oui, mais bon, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire autrement. Alors que là, s'il n'y a pas le choix, eh bien on trouve les moyens, et en plus on peut aussi lever les fonds de dotation ou d'investissement pour faire ces recherches. Et vous voulez rendre ce sujet visible aussi dans le cadre de la campagne des législatives pour que les candidats se positionnent peut-être sur la question. Exactement. Dans le cadre des législatives, c'est important parce qu'il y a un pouvoir aussi des députés pour faire pousser le sujet via des propositions de loi ou autres. Avec une grande action, donc départ de Paris vendredi, vendredi, pour participer au rassemblement. Pour l'allier, donc devant un élevage de chiens pour les laboratoires. Compte vraiment sur vous. N'hésitez pas à nous contacter à la Fondation Brigitte Bardot. Je peux rappeler le téléphone 01 45 05 14 60 et on vous réservera une place pour nous accompagner. Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot, porte-parole. Et sur France Bleu. Et puisque nous parlons de la cause animale dans toutes ses dimensions, Christophe, et dans sa puissance, je voudrais que nous terminions avec un moment de solidarité attendu autour des chimpanzés, plus inattendu, avec Sabrina Krief, que vous connaissez, primatologue, docteur vétérinaire. Bonjour Sabrina. Bonjour Wendy. Et à la tête du Sebitoli Chimpanzee Project, nous sommes en Ouganda, mais partout aussi en France et en Europe avec vous, et avec ce projet qui vise à protéger les chimpanzés. Par quelles actions vous y prenez-vous, Sabrina Krief ? Alors sur le terrain, on a une association, mais on peut aussi s'engager et donc nous aider à protéger les chimpanzés dans leur habitat naturel ici. Donc par exemple, dimanche, on organise une course au bois de Vincennes, 10 km. Oui. Donc c'est à 9h et en participant à la course, en achetant un dossard solidaire et un joli t-shirt avec un superbe dessin de la dessinatrice Camille Bess, eh bien vous nous aidez à réduire le braconnage, puisqu'on a des équipes sur le terrain anti-braconnage, donc à désactiver les pièges qui mutilent les chimpanzés. Vous nous aidez à réduire la pollution, puisqu'on travaille avec les communautés locales et les fermiers à passer à l'agriculture bio pour du thé. Et puis également à réduire l'impact de cette route qui traverse le territoire des chimpanzés en y posant des panneaux de signalisation, en essayant de réduire la vitesse sur la route. Donc voilà, ça nous semble parfois un peu loin, mais il y a moyen de s'engager et de venir courir avec nous, par exemple, dimanche. Par exemple, dimanche à partir de 9h à Paris. Et pour tous les autres, bien soutenir la cause avec le petit hashtag Run for Chimps, courir pour les chimpanzés. On vous cite sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. L'idée aussi, comme avec la Fondation Bardot, c'est de rendre le projet, la campagne visible, de sensibiliser par cet intermédiaire des réseaux sociaux aussi, Sabrina. Oui, exactement. Et puis par le soutien, justement, en achetant par exemple le t-shirt, ça permet sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours, que vous couriez ici à Paris ou bien près de chez vous, que vous marchiez, etc. Ça met en avant le fait que nos plus proches parents, donc les chimpanzés, qui, comme on le disait un peu avant, ont aussi été très largement utilisés dans les labos, sont à leur place dans leur milieu naturel, et c'est bien ces milieux naturels, ces forêts tropicales qu'il faut protéger. Merci beaucoup. Voilà. Sabrina Krief. Pour nous soutenir sur Hello Asso, Iron for Team, pour acheter son dossard, ou pour faire un petit don pour l'association. On vous envoie une photo tout à l'heure avec Christophe Marie avec ce t-shirt que j'ai pour me mettre en situation. Voilà, et on fait le lien entre Sebitoli Chimpanzee Project et puis cette grande campagne parmi tant d'autres à la Fondation Brigitte Bardot. Merci de votre engagement, Christophe Marie. Merci et de porter ces couleurs de la condition animale. On va terminer en beauté avec ce monsieur qui s'installe ici. Régis Maillot, vous connaissez, 13h55. Allô Maillot. Allô Maillot. Salut Régis Maillot, le retour. Salut à tous. Justement, on en parle de la variole du singe. Venez, pauvre bête. Faut arrêter avec ces maladies moyenâgeuses. Je sais pas trop de quoi il retourne, mais rien que le nom fout la trouille. Vous avez vu, variole du singe.
Pourquoi pas l'herpès du bonobo, la furonculose du macaque, la chiasse du babouin, mollo. Je veux dire, on sort à peine d'un rhume de pangolin qui a duré 2 ans, qui nous obligeait à porter un slip en papier sur le visage pour promener son chien. Là, on nous envoie directement dans l'enclos des primates. Bientôt, les interviews politiques vont ressembler à ça. Madame Bourguignon, comme le nom l'indique, vous êtes ministre de la Santé. Votre premier dossier, c'est donc la variole du singe. Tout à fait. Actuellement, avec mon binôme, le ministre de l'Agriculture, on met en place une cellule de crise aux eaux de Beauval. Que les Français soient rassurés, nous avons suffisamment de masse, des cacahuètes et des bananes bio en stock. Et tous les vétérinaires sont mobilisés pour injecter aux Français la première dose du vaccin Tarzan. Non mais personne n'a envie de choper cette maladie quand même. C'est pas beau, hein. J'ai lu que la variole du singe provoque l'éruption de pustules cutanées. Bon, franchement, j'ai passé l'âge pour ce genre d'expérience. J'ai 45 ans, j'ai pas envie de ressembler à mon neveu Brian qui trimballe une tête de globe terrestre en relief. Le pauvre Brian. C'est-à-dire maintenant, quand tu lis les pages société d'un journal, t'as le sentiment de suivre une visite guidée au zoo de Thoiry. C'est quoi la suite ? On a détecté 2 cas de Parkinson du manchot, une phlébite du renard, un cluster de varicelle de velette et plus rare, un cas isolé d'un Français qui revient du Zimbabwe avec une nouveauté, la rougeole du zèbre. Ça pique un peu les yeux, on dirait une grille de puissance 4. Oh là là. Alors moi j'ai rien contre les animaux, mais franchement gardez vos maladies pour vous les bestioles. Est-ce que nous les humains, on vous refile les saloperies qu'on attrape en société ? TikTok, les Marseillais à Cancun, le dernier disque de Jul ? Non ! On est sympa, on les garde pour nous, pour notre espèce. Ça s'appelle la politesse. Allez, à demain. Merci Régis Maillot. Et pauvre bête, d'où cette idée d'une santé One Health, une santé unique, humaine, animale, environnementale, Christophe Marie, portée notamment par le député Loïc Dombreval. C'est ça l'avenir. Oui, en tout cas, l'avenir, c'est, on espère, d'avoir des députés qui défendront les animaux. Oui, déjà. Voilà. Et la santé en général, on verra ce que ça donnera après les élections. Merci.